Eh bien, nous allons poursuivre, entrer encore un petit peu plus dans le sujet qui a été très bien introduit par Antoine, pour comprendre finalement de quoi on parle, pour poser les bases vraiment de cette controverse. Je me demandais si on pouvait commencer par définir, comme ça, qu'est-ce que la sophrologie, qu'est-ce que l'hypnose. La question a peut-être l'air un peu simple comme ça, et en fait, la réponse est peut-être plus complexe qu'il n'en paraît, mais de quoi parle-t-on? Comment peut-on définir la sophrologie et l'hypnose? Je ne sais pas si Chantal veut commencer. Pourquoi pas? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je dois dire que, effectivement, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, je me suis aperçue que c'était pas un exercice si facile que ça d'individualiser les deux disciplines et que toutes les personnes auxquelles je me suis adressée, peut-être pour avoir leur retour d'expérience, surtout ceux qui étaient formés aux deux disciplines, je précise que moi, je ne suis pas formée à l'hypnose, m'ont donné des réponses qui étaient presque toujours au milieu. Et ça m'a quand même à un moment laissé assez perplexe. Je me suis dit, comment je vais m'en sortir pour pouvoir montrer peut-être cette caractéristique dont moi j'étais persuadée de la sophrologie. Et tous les arguments que j'essayais de donner, de toute façon, étaient quelquefois un petit peu presque récupérés des deux côtés. Donc, j'ai quand même pas mal cherché pour avoir une sorte de réflexion sur ce qui pouvait justifier qu'on ait envie quelquefois de faire de la sophrologie et quelquefois plutôt de l'hypnose. Parce que, en fait, je m'étais bien aperçue auparavant qu'il y avait une utilité des deux disciplines. Et par exemple, c'est vrai que dans mes stagiaires, comme vous l'avez dit, certains ont éprouvé le besoin d'être formés aux aux deux méthodes. Quelquefois en premier, quelquefois en deuxième, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance, mais ma réflexion, ça a été de me dire, s'ils se forment aux deux méthodes, c'est qu'ils ont un besoin de chaque méthode étant à ce moment-là considérée comme ayant ses particularités. Et donc, la difficulté, c'était bien sûr d'identifier ça de manière à ce que, surtout pour mes élèves, mes stagiaires, ils puissent avoir plus de ressources pour apporter de l'aide aux personnes qui s'adressaient à eux et qui s'adressent toujours à eux. Alors, si on cherche, par exemple, en premier à essayer de définir la sophrologie, ce qui n'est pas un exercice simple, parce que j'ai coutume de dire qu'il y a autant de disciplines que d'applications à la sophrologie. Et c'est vrai qu'on ne dit pas la même chose, par exemple, à une personne âgée ou à une femme enceinte ou à quelqu'un qui travaille en entreprise. Il faut savoir adapter une discipline. On va quand même essayer de repartir de la base. Et la base, c'est la création de ce mot par Caicedo. Donc, c'est Caicedo qui est un neuropsychiatre d'origine colombienne qui a créé la sophrologie. Et on peut se dire qu'il l'a créée ayant premièrement côtoyer l'hypnose. Et d'un coup, il s'est dit que peut-être il pouvait, peut-être avec ce qu'il avait perçu et exercé en hypnose, il pouvait créer une discipline peut-être différente. Je pense qu'on pourrait revenir à ça. Et donc, il a inventé le mot sophrologie avec des racines grecques, hein, sos, phrène et logos, ce qui signifie, quand on le traduit littéralement, étude de la conscience en harmonie. En fait, son propos, ça a été de chercher une discipline pour travailler sur la conscience et l'exercer au positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sophrologie, selon son concept, il la définissait comme une science. Pour lui, c'était une vraie science de la conscience humaine, mais c'était aussi un art de vivre, quelque chose qui pouvait permettre de conquérir l'harmonie, tout autant physique que mentale. Et puis, c'était aussi une philosophie, une vraie philosophie de vie, parce que quand on pratique la sophrologie, la vie, elle n'est plus jamais la même. On arrive à peut-être se construire selon ses propres axes, ses propres choix. Ça, c'est ce que la sophrologie va pouvoir donner. Et puis aussi selon ses propres valeurs, avec ce que la sophrologie va entraîner, c'est-à-dire un nouveau regard sur la vie.
sur sa propre vie d'abord, et puis sur la vie du monde qui nous entoure, pour arriver à quelque chose qui va être plutôt générateur d'espoir, générateur de projets. Donc, c'est une belle ambition, bien sûr, et on n'y arrive pas comme ça. C'est toute comment dire, un entraînement, et c'est ce que propose la sophrologie. Alors, la définition, pour en venir vraiment essayer de préciser vraiment ce qu'est la sophrologie, on pourrait déjà repartir de la définition de Caicedo, qui d'ailleurs en a donné plusieurs, mais je vais vous donner la dernière. Pour Caicedo, sa définition en 2001, c'est la sophrologie est une méthode scientifique créée par le docteur Alfonso Caicedo pour étudier la conscience et pour renforcer les valeurs de l'homme avec des procédés viventiels qui lui sont propres et originaux. Alors, bien sûr, c'est une définition extrêmement généraliste. On peut essayer, par exemple, d'en donner une définition peut-être un tout petit peu plus abordable et classique. Donc, actuellement, on pourrait dire c'est une discipline permettant de développer les compétences et les capacités personnelles, de chercher les valeurs qui animent une personne et de lui permettre de trouver ses objectifs de vie. Donc, la sophrologie, elle permet d'apprendre à saisir cette vie qui vit en soi-même et qui est basée petit à petit, grâce aux techniques qui vont être transmises, de saisir les phénomènes qui émergent de soi-même. Voilà, je pense qu'on pourrait déjà partir avec ça. Oui, c'est un bon départ, en effet. C'est très riche, une définition en effet très riche, avec déjà beaucoup de mots. Et j'ai déjà repéré deux, trois mots sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Euh, Merci Alors, Chantal. Eh bien, Christian. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien, je, je suis là pour vous parler un peu d'hypnose. Alors, par rapport à la définition, je serai moins théorique, je serai un peu plus pratique dans ma définition. Les définitions, on en trouve dans tous les livres d'hypnose. Une définition d'Antoine Bioy, bien entendu, et puis d'autres encore. Euh, je pense que pour bien comprendre la définition, ce qui serait intéressant là aujourd'hui, ce serait de la, de la découper, on va dire, en ces différents points importants. Alors, je pense que l'hypnose pourrait être définie comme d'abord une mise en relation de deux personnes, deux individus. Et dans cette mise en relation, il y a tout dont on parlera plus tard, le contexte, la façon de se présenter, la posture, la position, que ce soit du côté du patient ou du côté du thérapeute, on va dire. Eh bien, euh, cette mise en relation est, à mon sens, le terme important de l'hypnose, pour lequel va découler plusieurs, plusieurs autres points importants. Euh, Après cette mise en relation, il y a la création d'un état un peu particulier, un état modifié de conscience, dont nous aurons aussi l'occasion de parler, la fameuse transe. Euh, Comme Antoine l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de transe. On pourrait dire que on peut très bien être en transe sans être en état hypnotique, et on ne peut pas bien être en état hypnotique sans être en transe. Donc, il y a une transe hypnotique qui est induite au fil de la communication. Voilà, une communication mise en relation. Euh, et puis, cette transe va permettre de continuer à communiquer dans l'objectif d'un travail, d'un travail, d'un changement. On va
proposer au patient, qui nous l'a demandé, bien entendu, d'installer ou de débuter une forme de changement. L'hypnose, c'est la route du changement pour le patient. Alors, bien entendu, là aussi, nous aurons l'occasion avec Chantal d'en parler. Nous allons utiliser différentes méthodes, voire techniques, et pour certains protocoles. Euh, mais l'objectif de ce changement, il doit être uniquement porté dans la direction de l'intention, de la volonté du patient qu'il nous présente et pour laquelle on va l'accompagner. L'hypnose, c'est aussi un accompagnement dans cet objectif pour pouvoir permettre au patient qui vient vers nous de trouver en lui ses propres directions, ses propres capacités, ses propres performances et lui les restituer. Milton Erickson disait, le patient ne sait pas qu'il sait. Eh bien, nous sommes un peu le guide qui va lui permettre de se rendre compte que finalement, il sait. Il sait, et si c'est pas son conscient qui sait, c'est une autre partie de son esprit et aussi, bien entendu, une partie de son corps ou toutes les parties de son corps, mais nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. Voilà. Oui, merci, merci Christian. Voilà, ça pose les bases, on voit un petit peu de quoi on parle. On voit déjà, en effet, hein, que définir la sophrologie, définir l'hypnose, ce n'est pas si simple. Il y a différentes définitions. Vous nous avez dit qu'il y avait eu aussi au fil du temps des définitions qui sont venues les unes après les autres. Je vois que tous les deux, vous avez cité les dernières définitions, enfin la dernière de 2001 d'Alfonso Caicedo, la définition de 2011 d'Antoine Bioy. Et en effet, on reste un petit peu sur ces deux définitions, même si ces définitions ont pu évoluer au fil du temps. Ce qui vient nous rappeler aussi que ce sont des pratiques vivantes qui se sont déjà développées et qui vont continuer à se développer, qui continuent à se développer. Quand on parle entre nous, on voit bien que c'est ça. Quand on parle avec les stagiaires, avec les étudiants, les apprenants, on voit bien que c'est ça et on voit bien cette évolution. C'est très intéressant quand on voit, par exemple, quelqu'un qu'on a formé, qu'on le voit 2 ans après, 3 ans après, on voit l'évolution chez lui, il voit aussi chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très vivant, des pratiques vivantes et peut-être, Chantal a donné le mot, une science vivante, au même titre que la psychologie, qui est une science vivante, une science humaine vivante. Eh bien, la sophrologie et l'hypnose sont aussi des sciences humaines et vivantes. Je retiens un petit peu ça de ce que vous avez dit. Alors, vous avez employé tous les deux des termes où on pourrait peut-être revenir dessus, développer un petit peu autour des états de conscience, des niveaux de conscience. Vous avez parlé d'états de conscience modifiés, vous avez parlé tous les deux de transe, vous avez amené ces mots-là. Je me questionne, moi, sur il se trouve que l'hypnose avait un petit peu abandonné le mot trans. C'est revenu il y a peut-être une dizaine d'années. On parlait d'état de conscience modifié, alors, état de conscience modifié, état modifié de la conscience. Il y avait eu discussion là-dessus. Et puis, il y a quelques années, on a osé reprendre ce terme de trans. Et donc, de trans hypnotique. Il y a différentes transes, je pense que Christian, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Et puis, est-ce qu'il y aurait, c'est une question que je me pose, une transe sophronique qui correspondrait à cet état sophronique, l'état sophroliminal, qui est cherché hein, en sophrologie. Et je me demandais également si finalement on va chercher un état de conscience modifié pour ensuite faire un travail, permettre aux patients cette dynamique de changement. On reviendra sur la dynamique de changement plus tard si vous voulez. Est-ce qu'on peut là développer un petit peu cette question de l'état de conscience modifié que l'on retrouve en sophrologie et en hypnose? Peut-être Chantal, certaines personnes ici ne savent pas ce que c'est que le niveau sophroliminal. Alors voilà, donc la sophrologie, donc on peut dire que c'est une méthode qui permet la transformation de la personne. Et peut-être moi ce que j'ai envie de dire, c'est que
elle peut avoir deux objectifs, soit la résolution d'un problème, on va dire, à but immédiat, soit aussi elle peut correspondre à une problématique de recherche personnelle et de recherche qui va être plus existentielle. Et cette méthode, elle est progressive, elle est douce, elle est évolutive. Donc, elle comporte ces techniques qui lui sont totalement particulières et elle va avoir pour objectif de guider la personne pour qu'elle aille chercher, comme l'a dit Antoine, et peut-être exactement, voilà, c'est une similitude avec l'hypnose, pour qu'elle aille chercher en elle-même les réponses à ces questionnements. Et pour rentrer dans la méthode, on possède une technique qui s'appelle la sophro de base viventielle. Viventielle parce qu'il s'agit d'aller à la recherche de vivre ce qui existe en soi-même, ce qui va émerger, c'est-à-dire tous les phénomènes qui vont apparaître à la conscience. Et on reviendra là-dessus plus tard parce qu'on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais le maître mot de la sophrologie, c'est la vivance, qui au départ, croyait-on, était un mot inventé par Caicedo, puisque évidemment d'origine espagnole, de langue espagnole plutôt, en espagnol c'était le mot vivencia, et en français on l'avait traduit par vivance, mais en fait c'est un vieux mot de la langue française qui existe bien et qui a pour propos de décrire ce qui s'est produit pendant une séance. Et donc, pour revenir à notre sophrose base viventielle, cette sophrose base viventielle, on va pouvoir la pratiquer, mais dans un niveau de conscience peut-être différent. Alors, est-ce qu'il est réellement modifié ou pas? Ça reste une problématique ou quelque chose qui peut rester en questionnement. Puis, de toute façon, ça n'a pas une telle importance. L'idée, ce serait de descendre par un certain lâcher-prise dans un niveau où tout peut être favorisé, c'est-à-dire où cette fameuse vivance va se produire de façon peut-être plus facile, de façon peut-être plus intense, de façon favorisée. Et donc, ce niveau, c'est un niveau qui est intermédiaire entre la veille et le sommeil, ce qui signifie en clair que la personne ne dort pas, elle est vraiment peut-être au bord du sommeil, mais encore que c'est un terme qui n'est pas réellement nécessaire. Disons qu'elle va être en conscience disponible et ouverte. Ouverte pour capter les mots du sophrologue qui va guider donc ce que nous appelons le sophronisant. On ne dit pas patient, on dit sophronisant, pour être à l'écoute de ce qui se passe en lui-même au cours de la séance. Et donc, on peut dire que finalement, c'est un niveau d'ouverture de la conscience, un niveau où il y a un lâcher-prise. Peut-être que oui, mais pas forcément de façon obligatoire, peut-être que non. Mais en tous les cas, un niveau dans lequel il va y avoir une potentialisation. Et donc, par exemple, on va pouvoir observer que dans ce niveau sophroliminal, peut-être que la conscience est plus présente, peut-être que la sensibilité est plus importante, peut-être que la perception est augmentée, peut-être que la créativité va être augmentée, peut-être que la mémoire va être favorisée, peut-être que des choses vont pouvoir revenir. En fait, plein de choses comme ça qui vont venir enrichir la séance. Voilà, on pourrait le définir comme ça. C'est donc un niveau paradoxal où, bon, vous avez dit au bord du sommeil, c'est vrai que Caicedo avait fait des schémas qui sont enseignés à tous, où on voit bien le niveau sophroliminal entre veille et sommeil. Donc c'est pas vraiment une veille. Il disait, on n'est pas justement, on n'est pas attentif à certaines choses, mais on est peut-être plus attentif à son monde interne. Mais on ne dort pas. Il disait, si le patient dort, alors il n'est plus en état sophroniminal et la séance de sophrologie n'a pas lieu de la même façon puisque le patient dort. Il disait même que peut-être qu'un patient qui s'endort, c'est un patient qui refuse la séance de sophrologie. Donc alors je m'endors comme ça,
voilà, je suis plus là, je dors. On va se dire que le propos d'une séance est effectivement que la personne ne s'endorme pas, qu'elle reste Oui, là bien bien sûr. présente. Bien sûr. C'est une grande Évidemment. question. Les patients posent cette question et les étudiants, quand ils se forment, la posent, hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui se passe alors pour les étudiants? Que se passe-t-il? Comment je vais faire si mon patient s'endort? Et pour les patients, parfois d'ailleurs, ils reviennent, ils reprennent, ils remontent leur niveau de conscience et ils disent, je me suis endormi. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi en hypnose, En alors que fait, ce qui est la assez plupart du temps, ils ne se sont extraordinaire, pas endormis d'ailleurs. ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont quelquefois l'impression de dormir, mais que quand on s'arrête, que la séance s'arrête, ils reviennent immédiatement, ce qui montre bien qu'en fait, non, ils n'étaient pas réellement, alors ça peut arriver, hein, mais la plupart du temps, ils ne sont pas réellement dans le sommeil. Ils sont peut-être dans une autre, à une certaine distance, mais dans la distance qui leur est peut-être nécessaire pour vivre quelque chose de ce moment de la séance. Oui. Donc, ça montre bien qu'il y a un vrai lâcher-prise, qu'il y a une vraie présence à la séance et que finalement, le travail se fait quand même. Alors, quelquefois, ils sont quand même un petit peu plus présents, ils n'ont pas cette sensation d'être au bord du sommeil ou dans le sommeil, mais on pourrait presque dire qu'ils ont tout leur sens aiguisé pour peut-être capter ce qui va leur être nécessaire. Ça va être à eux de prendre ce qui va être bon pour eux. C'est donc un niveau de veille particulier qui pourrait être abaissé, encore que ce terme pourrait se discuter. C'est un autre état de veille dans lequel, en effet, peut se faire un travail, alors comme vous le disiez en introduction, qui peut être thérapeutique, qui peut être du bien-être, qui peut être de venir travailler un problème. Alors, nous, en sophrologie, on ne parle pas de thérapie. On n'est pas thérapeutique, hein. C'est-à-dire que nous, on va effectivement favoriser peut-être la progression de la personne, mais c'est vrai qu'on ne se situe pas dans une dimension de soins. D'accord, donc là, on va voir ça avec Christian, parce que donc cet état sophroliminal ou cette transe ne vont pas avoir alors le même objectif. euh, Là, il y a Il me voilà semble que ça vraiment pourrait là être. un premier élément de différence, Chantal, oui. Oui, il me semble que absolument, on pourrait dire que ça peut être tout à fait ça, que là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être différent, c'est-à-dire que le but en sophro, le premier but, ce serait vraiment cette progression existentielle. Donc, on n'est pas dans soigner, comme par exemple on pourrait le dire dans une discipline médicale, et on ne se situe pas du tout dans cet espace-là. Oui, oui. Donc, c'est une recherche personnelle au départ, et, et cette recherche personnelle, elle va être menée très progressivement, peu à peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas en quelques séances qu'on peut arriver à trouver la réponse à des questionnements existentiels. Et du coup, il y a un vrai accompagnement, mais qui peut d'ailleurs se situer sur plusieurs mois et même quelquefois un peu plus. Oui. Alors, c'est vrai que pour autant, on dispose de techniques que nous, on appelle des techniques courtes, qui vont quelquefois répondre à des buts beaucoup plus immédiats, hein, des choses même très prosaïques, hein, comme par exemple aller passer son permis de conduire et de gérer un peu son angoisse, ou des choses comme ça. Mais il est vrai que quand on commence à faire de la sophrologie, on va quelquefois aboutir à une réponse de ce but immédiat, mais quelquefois aussi, ça va être l'occasion, comme on a senti une vraie transformation, et d'avoir une autre demande, une demande d'accompagnement un petit peu plus long. Ça signifie que toute séance de sophrologie va commencer par ce qu'on va appeler la sophronisation de base, qui apporte l'état sophroliminal. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est assez codifié. Au tout début, on peut se dire qu'on commence à peu près tout le temps de la même façon. Alors, bien sûr, avec des adaptations par rapport à des spécificités qu'on va découvrir quelquefois chez certaines personnes. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, vous savez, moi, je ne me détends jamais. Bon, on ne va pas du tout chercher la détente, ça c'est clair. Au contraire, on va la mettre dans une posture assez droite, très active, voire même quelquefois debout, et on va adapter le discours à cette idée. Peut-être qu'on va aller chercher plutôt la présence que la détente. Mais c'est vrai que les premières séances, elles vont avoir pour but d'amener la personne dans ce niveau sophroliminal. Alors, quelquefois,
progressivement, quelquefois un petit peu plus vite. Il y a des gens qui sont très rapides à capter la méthode et on a pour habitude d'utiliser à peu près toujours les mêmes séances, une sophro de base viventielle, c'est-à-dire qui permet d'être présent à ce qui se passe en soi. Et puis, quelquefois, une évacuation de toutes les tensions, de tout ce qui pourrait être vécu un peu difficilement, pour aller ensuite à la recherche de ce qui pourrait remplir l'espace laissé par l'évacuation des tensions et l'élimination du négatif qui pourrait y avoir eu à un moment. Et après, très clair. On se dirige plus spécifiquement vers ce qui a amené à consulter, à venir voir un sophrologue. Eh oui, c'est très intéressant, très clair. Du coup, ça va donner des idées à Christian, il n'en avait pas besoin, mais pour peut-être rebondir maintenant avec la transhypnotique, cette question de transhypnotique, et peut-être nous montrer les différences et les points de convergence. Oui, les idées, c'est toujours utile, il faut toujours les prendre et les saisir pour pouvoir les utiliser. Euh, euh, on va parler de la transhypnotique. Je voudrais juste revenir sur un point qu'a soulevé Chantal par rapport au fait moi j'ai dit que je voyais mes patients. Alors c'est une déformation professionnelle vu que je suis médecin, bien sûr, mais c'est aussi un état euh, de constatation. Souvent, l'hypnose est utilisée dans le soin, que ce soit pour la douleur, pour l'accompagnement en psychiatrie ou en accouchement, voilà, et encore dans d'autres, en pédiatrie, etc. Souvent, c'est des patients, mais ce ne sont pas toujours des patients. Parfois, ce sont des clients. Mais c'est vrai que j'avoue que je n'aime pas tellement le terme client. C'est pour ça que je me laisse glisser vers le terme patient. Euh, voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, pour cette transe hypnotique, euh, les trans, voilà, il n'y a pas une transe, il y a plusieurs façons de rentrer en transe. Transe à travers, au-delà de transe, c'est je suis ici, mais je suis plus ici. Quelque part, je suis plus maintenant. Je suis à un autre moment, à un autre endroit. Je suis à travers le temps et l'espace. Euh, et trans, c'est un peu ça. Alors, on ne pourra pas, bien entendu, comparer une transe hypnotique à une transe qu'on pourra avoir en vaudou ou dans d'autres régions du globe, bien entendu. Le, L'objectif quand même d'une transe est toujours à peu près le même, c'est d'aller au-delà de là où on est et de ce qu'on est maintenant. Voilà. Alors, la transe hypnotique a différentes caractéristiques. C'est bien sûr un état modifié de conscience. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, l'hypnose a la chance d'avoir été beaucoup étudiée sur le plan scientifique. Et la science s'est beaucoup portée sur cet état, un peu comme les méditants, la méditation. On a beaucoup examiné ça à la loupe sur le plan scientifique. Et sur le plan scientifique, quand on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire quand on regarde sur un dessin, les lignes s'inscrivent sur un papier, quand on regarde les ondes cérébrales, eh bien, on voit que l'état de veille traditionnel montre un certain tracé, que l'état de sommeil montre un autre type de tracé, et que quand on est dans cet état de transe hypnotique, eh bien, c'est encore un autre tracé, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas un tracé de veille, ce n'est pas un tracé de sommeil. On est entre les deux, un peu comme le disait Chantal. Ça a pu être démontré scientifiquement et par contre, le scientifique s'arrête là. Ça n'explique pas ce qui va se passer dans cette transe, mais ça explique qu'on n'est pas tout à fait dans l'état de veille et dans l'état de fonctionnement du cerveau en état de veille. On n'est pas dans un état de sommeil, on n'est pas dans un état de fonctionnement du cerveau qui dort.
Donc, comment fonctionne ce cerveau? Eh bien, il fonctionne un peu différemment. D'abord, il permet de, de se départir d'une certaine crainte du patient en état d'éveil, la crainte, l'analyse de ce qui se passe. Alors, l'analyse, voire la crainte, hein, bien sûr. Euh, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, ça, c'est le conscient qui travaille, le cerveau qui travaille avec toutes les barrières qu'il va pouvoir installer. Et cet état de transe va permettre de lever un peu cet état de critique objective du cerveau du patient ou du client pour lui permettre d'atteindre cet état particulier hypnotique où il va être dans une capacité à entendre les choses différemment. Je dis bien entendre les choses différemment, c'est que le cerveau va les entendre différemment. Les oreilles, elles, les entendent toujours pareil, mais le cerveau, lui, va pouvoir les interpréter différemment. C'est-à-dire découvrir, comme je le disais tout à l'heure, différentes capacités qui étaient hors conscience grâce à cette transe. Grâce à cette transe, on va pouvoir avoir une conscience différente. Roustan disait une conscience élargie pardon, un état de veille paradoxale. C'était une sorte d'appellation en miroir, puisqu'il y a l'état de sommeil paradoxal, où on est dans un état de sommeil à la fois avec des constantes qui pourraient penser qu'on est en état d'éveil, on bouge, on se mobilise et on bouge les yeux, etc. Voilà. Donc, l'état de veille paradoxale sera un état de veille qui n'est pas un état de sommeil, mais qui permet d'avoir d'autres possibilités, d'autres ouvertures. Et dans cet état de veille paradoxale, il y a une conscience de soi qui est plus importante, une conscience de l'environnement qui est plus importante, et aussi une conscience de soi dans l'environnement qui est plus importante. On pourrait définir un petit peu cet état de transe comme ça. À savoir que l'état de transe est aussi un état de dissociation psychique qui n'est pas pathologique. C'est-à-dire que, j'insiste sur le phénomène, c'est-à-dire que tout le monde est en capacité de vivre une transe. Après, ce qu'on en fait va être en fonction de la personne qui guide ou qui accompagne. Un hypnothérapeute ou un hypnopraticien va guider avec ses outils d'hypnopraticien ou d'hypnothérapeute. Mais l'état de transe va être induit par le contact, par la relation et permettre cette dissociation psychique qui va être guidée par l'hypnothérapeute ou l'hypnopraticien. Guidée, ça veut dire que il y a un objectif prédéfini qui va permettre d'aboutir à une amélioration, un changement, comme je le disais précédemment, pour le patient et uniquement pour le patient. Tu, Chantal, tu nous parlais de lâcher prise. Moi, c'est un mot que j'évite un petit peu pour, pour que justement le patient reste dans une sorte de, d'intériorité et de sécurité. Pour beaucoup de mes clients, patients, quand on parle, quand ils évoquent le lâcher-prise, la plupart, c'est quelque chose d'assez effractant. Et du coup, euh, je me dissocie un petit peu de cet état de lâcher-prise où on va en effet lâcher une partie de la prise, mais la partie consciente pour pouvoir accéder dans cette transe
à quelque chose d'autre. Alors, Erickson a beaucoup travaillé sur la partie inconscient. Alors, bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de controverses, hein, et on pourra éventuellement en parler ultérieurement, mais euh, qu'est-ce que l'inconscient? Qu'est-ce que le conscient? Et comment est-ce qu'on peut parler d'inconscient avec le patient? Euh, Moi, je simplifierai un petit peu la chose dans la mesure où dans cette transe, on est scientifiquement démontré entre l'éveil et le sommeil, on est dans une partie où il y a autre chose qui peut venir émerger et avec lequel on peut aider le patient à travailler. Parce que finalement, dans cette transe, c'est lui qui travaille. Et finalement, ça doit rester aussi l'objectif du thérapeute ou du praticien, c'est de faire travailler, de mettre au travail cette partie du patient grâce à cette transe. Euh, voilà, je pense que j'ai pu Alors, dire à peu près. Alors, je peux rebondir là-dessus. Donc, je suis tout à fait Bien d'accord sûr. que tout le monde ne peut pas lâcher prise. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand on s'apercevait que certaines personnes avaient des difficultés, par exemple, à, à rentrer dans la méthode, à ce moment-là, dès le début, on devait adapter et puis travailler un petit peu différemment. Alors, moi, je pense que la différence, elle peut, entre les deux disciplines, elle peut quand même se situer au niveau de la méthode elle-même. C'est-à-dire que même si les buts sont analogues, même si on a tout à fait chacun l'idée d'aller vers une amélioration d'une problématique, en fait, les chemins qu'on va employer vont être probablement un petit peu différents. Et moi, je pourrais dire que, par exemple, la méthode de la sophrologie, elle repose, par exemple, sur des séances qui sont assez construites et qui vont, à un moment, s'adapter à la personne elle-même, mais qui ont chacune un protocole bien défini. Et ça va être le rôle du sophrologue de choisir son protocole, de choisir ses séances en fonction du but vers lequel il veut aller. Donc, l'idée, c'est dans tout ce panel de séances qui est à sa disposition, et peut-être même un peu plus, parce qu'après tout, il n'est pas interdit d'être créatif, mais de toujours respecter quelque chose qu'on va appeler le cadre sophrologique, c'est-à-dire des choses qui font vraiment partie de la méthode, comme par exemple euh, le, les postures, les temps de pause, les temps d'intégration, les temps de totalisation, tout ça, ça fait partie de la méthode en sophrologie. Et à partir du moment où on a déterminé le but, eh bien, on va adapter ces séances que nous, en sophro, on appelle des terpnos logos, ces séances pratiques pour aller vers le but qu'on s'est fixé. Je dirais aussi que ce qui me paraît important en sophrologie, c'est toujours de laisser la personne choisir. Elle veut y aller, elle ne veut pas y aller, et à tout moment, elle a le choix, soit de vivre ce que le sophrologue peut-être lui fait vivre, lui permet de vivre, ou au contraire de dire ben non, ça ne me correspond pas, je me mets en retrait et j'attends peut-être le moment suivant. Ce qui signifie qu'il va y avoir un profond respect de sa liberté peut-être soit d'adhérer, soit au contraire de se mettre à côté. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout de suite obligatoirement dans le meilleur protocole. Et c'est comme ça qu'on parle en sophrologie d'adaptabilité de la méthode. C'est-à-dire à chaque moment et pour chaque personne, on va faire quelque chose de différent. Il n'y a pas une séance qui va ressembler à une autre, même si, basiquement, on respecte un protocole. Et en sophrologie, on a coutume de dire, même si ça peut quelquefois être un petit peu discuté, qu'on s'interdit toute suggestion. C'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de ne pas être dans l'induction. Ce qui signifie que ça va être la personne elle-même qui va choisir son cadre, qui va choisir son chemin, qui va choisir peut-être
le souvenir qu'elle a envie d'aller chercher ou peut-être le futur qu'elle envisage. Et on va essayer le plus possible de lui laisser sa liberté de trouver son parcours. Voilà. Moi, ça me paraît important de dire que c'est vraiment une démarche du sophrologue. Il me semblait que Christian réagissait là. Oui, il y a plein de choses à dire sur ce que tu dis, Chantal. C'est super. La notion de liberté du patient, bien entendu, la liberté du patient. Alors, c'est vrai que l'hypnose a ce côté sulfureux un peu où on voit Mesmer avec 2 S sur scène hypnotiser ses patients et leur faire faire n'importe quelle ânerie. Bien entendu, bien entendu. Alors c'est là qu'on peut se dire en effet, où je te rejoins tout à fait, que la suggestion prive de liberté le patient. Bien entendu, sur scène et par un hypnotiseur. Là, on est dans un autre cadre. Et c'est pour ça, mais là, on pourra en définir. La matinée n'y suffirait pas. La façon de bien former les thérapeutes ou les cliniciens, euh, parce que finalement, la suggestion dont tu parles et qui priverait de liberté le patient est bien entendu une possibilité. Mais c'est un outil, la suggestion. Si on reprend la définition de la suggestion est une proposition. C'est une proposition qui est lancée comme ça. Et ça devient une suggestion uniquement quand le cerveau du client ou du patient, en tout cas du récepteur, va l'accepter. Et là, c'est une suggestion, en effet. Et comme tout outil, ça dépend évidemment de la personne qui va s'en servir. C'est-à-dire que le clinicien, le thérapeute va se servir des suggestions, mais il va se servir des suggestions dans l'intérêt du patient, dans l'objectif du patient et bien sûr dans le respect du patient. Et il va lui faire des propositions. Ces propositions ne seront des suggestions que si elles sont acceptées par l'esprit du patient. C'est pour ça qu'on va éviter la plupart du temps, mais on pourra là aussi y revenir, la plupart du temps, éviter d'imposer une proposition, mais plutôt faire en sorte que le patient puisse s'en servir comme il le souhaite, comme il en a besoin, comme il en a besoin. Le mot, la phrase va être utilisé par le patient ou ne pas être utilisé par le patient. Et là, on restaure cette idée de liberté qui a été complètement annihilée par les hypnotiseurs de spectacle aux yeux aux yeux du grand public. Et je pense que c'est important de restituer la liberté du patient, de prendre en considération les propositions que fait le thérapeute et qui deviendront peut-être des suggestions, mais qui sont juste là à disposition, j'allais dire, pour que son esprit puisse s'en emparer et en faire quelque chose pour lui, ou pas. Donc voilà, Merci. c'est un outil. Oui. Merci. Je vous ferai bien une proposition, si vous en êtes d'accord. Ce serait que vous nous proposiez chacun de vivre un temps sophroliminal et une transe hypnotique. Et ça va vraiment nous éclairer maintenant de pouvoir le pratiquer au regard de tout ce que vous venez de dire.